Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CCTV Français pour cette nouvelle édition du journal. Le président chinois Xi Jinping est à présent en Égypte. Il s'agit de la seconde étape de son tour au Moyen-Orient. Il a été reçu chaleureusement par les autorités égyptiennes et s'est entretenu avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le Premier ministre du pays, Cherif Ismail. Xi Jinping a déclaré que la Chine encourage et soutient l'application des entreprises chinoises dans les projets de grande envergure en Égypte et travaillera étroitement avec l'Égypte pour construire des infrastructures et augmenter la capacité industrielle. Les deux côtés ont promis de coopérer dans le cadre de l'initiative Une ceinture, une route. La visite du président chinois en Égypte devrait déboucher sur plusieurs accords et projets d'investissement d'importance. Cependant, l'aspect du partenariat qui est en jeu cette semaine revêt aussi un aspect politique majeur. Il y a 60 ans, le Caire et Beijing établissaient leurs relations diplomatiques. Depuis 19 mois, soit depuis le début de la présidence d'Abdel Fattah al-Sisi, l'Égypte et la Chine ont pris des mesures permettant un rapprochement des deux pays. Avant cette semaine, les deux dirigeants se sont rencontrés à 5 reprises. Signe de cette proximité, l'Égypte est une des nations dont les soldats ont participé au défilé militaire qui a eu lieu en septembre dernier à Beijing, lors des célébrations marquant la victoire lors de la Seconde Guerre mondiale. D'après certains analystes, le président égyptien verrait la Chine comme un modèle. Al-Sisi admire le développement et la réussite de la Chine. Il rêve d'une Égypte se développant de la même façon que la Chine. Il souhaite que l'Égypte copie le modèle chinois, tout du moins une partie de ce modèle dans certains domaines. C'est pourquoi il était désireux d'afficher la proximité des directions politiques des deux pays. Les institutions et responsables gouvernementaux feront de même et les relations bilatérales ne pourront que s'améliorer. La Chine et l'Égypte partagent les mêmes idées sur les tensions au Moyen-Orient de part et d'autre. On estime que les solutions politiques sont préférables à toute intervention extérieure. Ce partenariat stratégique global ouvre également la voie à une coopération militaire accrue. Cette Sobi, le ministre égyptien de la Défense, a passé plus d'une semaine en Chine. Il s'est rendu dans des usines d'armement, a rencontré de nombreux responsables. Il existe un consensus sur la nécessité de combattre toute forme de terrorisme, sans discrimination entre groupes militants, à l'image de ce que fait l'Occident. D'après des responsables égyptiens, le partenariat est aussi particulièrement intéressant puisque les investissements et les échanges commerciaux pourront être réalisés sans influence politique. Le président chinois Xi Jinping se rend pour la première fois en Égypte. C'est par ailleurs sa 6e rencontre avec son homologue égyptien. Pour marquer le renforcement de ces liens, le Caire a fait de l'année 2016 l'année de la culture chinoise. Nombreux sont les Égyptiens qui attendent de connaître les résultats de cette rencontre majeure. CCTV a interrogé plusieurs dignitaires chinois et égyptiens pour connaître leurs attentes au sujet de la visite de Xi Jinping. La Chine et l'Égypte ont resserré leurs relations pour arriver à un partenariat stratégique global en 2014. Plusieurs responsables estiment que la visite du président Xi Jinping va permettre d'amener les relations bilatérales à un niveau supérieur. La visite va rendre notre partenariat stratégique global plus concret. L'Égypte est située au carrefour occidental de la ceinture économique de la route de la soie et de la route de la soie maritime. Nos amis égyptiens ont accueilli avec beaucoup d'enthousiasme l'initiative Une ceinture, une route. Pendant la visite du président Xi, les deux parties parleront de la coopération dans ce cadre. En attendant, l'Égypte planifie un grand projet pour développer le canal de Suez et les deux stratégies peuvent bien s'intégrer. L'Égypte tient à entretenir des relations équilibrées avec tous les pays du monde, des liens de coopération qui mènent à des avantages mutuels. Accomplir les demandes des Égyptiens et construire une base solide entre l'Égypte et la Chine, c'est ce que les gens veulent. Nous avons des relations riches qui ont toujours été gérées de façon sage. Nous voulons intensifier ces liens avec la Chine pour donner ce qu'il y a de mieux à notre peuple. La Chine et l'Égypte représentent deux des plus vieilles civilisations du monde et ont un héritage culturel très riche. Cependant, les deux pays ont perdu plusieurs objets d'une grande valeur historique. Le gouvernement égyptien estime que la visite de Xi Jinping va permettre de faire la promotion de la protection du patrimoine. La visite du président chinois a une grande signification et un sens très profond. Avec leurs immenses héritages culturels, les deux pays participent de façon positive aujourd'hui à perpétuer leur culture ancienne. Nous préparons des mémorandums d'entente pour cette coopération, pour préserver nos antiquités et notre héritage à l'extérieur du pays. Je pense que ce sera une bonne chose pour la Chine et l'Égypte de travailler ensemble à ce niveau.
Les négociations de paix en Syrie, prévues lundi, seront peut-être reportées. Une coalition d'opposition syrienne soutenue par l'Arabie saoudite a déclaré mercredi qu'elle ne participera pas aux discussions avec le gouvernement si la Russie introduit d'autres groupes d'opposition. Cependant, selon le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, la Russie et les États-Unis pensent que les discussions doivent avoir lieu ce mois-ci. L'envoyé spécial des Nations Unies, Staffan de Mistura, demande aux plus grandes puissances de faire pression pour réunir tous les participants autour d'une table. Les négociations de paix n'incluent pas tous les groupes rebelles en Syrie. Le ministère russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, déclare que l'accord de cessez-le-feu n'arrêtera pas Moscou et Washington de cibler les extrémistes de l'organisation État islamique. Le cessez-le-feu exclut le combat contre les organisations terroristes comme les groupes État islamique et Jabhat al-Nusra. Ils ne remplissent pas les conditions des accords de paix. Ces groupes restent nos ennemis et nous continuerons tous à les combattre. C'est une guerre d'extermination. Le ministre russe des Affaires étrangères a fait cette déclaration suite aux discussions avec le secrétaire d'État américain John Kerry. Ils ne se sont pas encore accordés sur les acteurs des négociations de paix. Le ministère russe de la Défense a déclaré que ces dernières frappes aériennes en Syrie avaient touché plus de 570 cibles de l'organisation État islamique. Lors de l'une de leurs opérations à Deir ez-Zor, plus de 60 combattants ont été tués. Le gouvernement du Pakistan a décrété un jour de deuil national pour les victimes de l'attaque meurtrière perpétrée dans une université située dans le nord-ouest du pays. Les drapeaux sur les façades des bâtiments officiels, et notamment sur celle du Parlement, étaient tous en berne. Les forces de police ont renforcé les dispositifs de sécurité au sein des écoles et des centres éducatifs à travers tout le pays. L'attaque s'est produite au moment où des terroristes armés ont pris d'assaut mercredi dernier l'université de Bachakan, située dans la ville pakistanaise de Charsada. La police a déclaré ce jeudi que le nombre total de morts s'élève à 21, après le décès d'un autre étudiant qui était hospitalisé. Un groupe dissident de talibans a revendiqué la responsabilité de l'attaque meurtrière. Une enquête britannique menée par un juge a conclu que le président russe, Vladimir Poutine, avait probablement approuvé une opération des services de renseignement russes pour tuer l'ancien agent du KGB Alexander Litvinenko. Cet homme de 43 ans critiquait ouvertement Poutine. Il a fui en Grande-Bretagne en 2000 et est mort après avoir bu du thé vert mélangé à du polonium mortel au Millennium Hotel de Londres en novembre 2006. L'enquête indique que le meurtre de Litvinenko a été dirigé par le service de sécurité fédéral de Russie. Pour le ministre russe des Affaires étrangères, l'enquête est biaisée et a assombri les relations bilatérales avec la Grande-Bretagne. Et tout de suite notre reportage sur le tremblement de terre de magnitude 6,4 qui a frappé le nord-ouest de la Chine. Les premières secousses se sont fait ressentir à 1h13 ce jeudi matin. L'épicentre a été localisé à 33 km dans le nord-ouest du comté de Menyuan, dans la province du Qinghai, à plus de 10 km de profondeur. Les secousses se sont également fait ressentir à Xining, la capitale provinciale, mais également dans les zones à proximité de la province voisine du Gansu et de la région autonome Hubei du Ningxia. Les autorités ont indiqué que le séisme a principalement frappé une zone montagneuse faiblement peuplée. Pour le moment, aucune victime n'a été recensée. Seules quelques maisons ont été endommagées. Les services télécoms locaux sont tous restés en service. 2 heures après la fin du tremblement de terre, près de 86 répliques ont été enregistrées, l'une d'entre elles atteignant même une magnitude de 3,9. L'administration chinoise de gestion des séismes et son bureau provincial du Qinghai ont activé le 2e niveau d'alerte, afin de mobiliser au plus vite les forces de police et les équipes médicales sur les lieux d'un potentiel désastre. Le bureau provincial a par ailleurs tenu une conférence de presse ce jeudi matin. Il est très probable que de fortes répliques surviennent après ce premier tremblement de terre. Certaines pourront même atteindre une magnitude de 5, mais nous pensons qu'elles n'auront qu'un faible impact au niveau local. Ainsi, les habitants de la région n'ont pas de raison de s'inquiéter. Il y a toutes sortes d'analyses et de rumeurs non fondées qui ont circulé sur Internet. S'il vous plaît, je vous exhorte à ne pas y prêter attention et je vous demande de ne croire que les informations officielles. Depuis que les prix du pétrole ont atteint un plus bas pour la première fois depuis 2003, les producteurs de pétrole mondiaux ressentent un impact très substantiel.
Les nouvelles baisses des prix du pétrole pourraient signifier plus qu'une autre importante étape pour le marché. Pour les nombreux producteurs de pétrole de schiste, cela pourrait se traduire par une faillite de l'endettement ou de la vente forcée si les prix restent bas trop longtemps. Plusieurs analystes disent que certains producteurs indépendants ont besoin d'un rebond à 40-60 $ le baril pour atteindre juste l'équilibre. Certains de ces producteurs indépendants étaient couverts à des niveaux de prix plus élevés, ce qui les a aidés pour le cash flow, mais malheureusement ces couvertures ont diminué au cours de ces derniers mois. Donc ils vont être sans aucun doute sur la défensive. Ils le sont déjà. Et nous allons probablement voir certains d'entre eux disparaître malheureusement. We probably are going to see some of them go under, unfortunately. La situation est très réelle dans les villes comme Aberdeen, en Grande-Bretagne, où l'économie dépend du pétrole. Il y a 2 ans, les techniciens étaient payés près de 3 fois le salaire moyen dans le pays. Aujourd'hui, beaucoup sont contents d'avoir encore un travail. Donc fondamentalement, les prix vont continuer à baisser et plus les gens vont être hors du marché. Pour le moment, je suis chanceux. Je travaille toujours. En tant que contractuel, je fais partie d'une classe spéciale. Mais il faut savoir que les contractuels ont plus d'expérience, mais l'expérience quitte l'industrie, elle s'en va. Cela affecte notre compagnie et nous devons réduire les coûts. Nous devons fournir davantage de services à nos clients par rapport à avant et malheureusement cela a un coût. Et les experts disent qu'il y a peu d'indications envers une remontée des prix. Mardi, l'Agence internationale de l'énergie a prévenu que le monde pourrait connaître une surabondance de pétrole en 2016. L'industrie pétrolière pourrait bien connaître des jours encore plus difficiles. Les entreprises d'État de Shanghai ont enregistré un record de bénéfices, 313 milliards de yuans en 2015, soit une hausse de 19% par rapport à l'année précédente. Cela est en partie dû aux réformes de titularité au sein de ces entreprises. Le gouvernement a déclaré lors d'une réunion cette semaine que les réformes continueront cette année. Le gouvernement central lancera une série de réformes pilotes au sein des entreprises d'État dans 10 quartiers en 2016, dont des réformes de politique de titularité et d'embauche de directeurs exécutifs. Shanghai réalise également des réformes de titularité, dont l'introduction en bourse d'entreprises entières et non seulement les filiales rentables. L'entreprise Shanghai International Port Group a fait partie des premières entreprises locales à être nationalisées. L'entreprise a également commencé à offrir certaines de ses actions aux employés en tant qu'encouragement. Le nouveau système est en place depuis plus d'1 an et l'entreprise a été témoin de grands et d'encourageants changements dans ses opérations. Suite à l'introduction de la totalité de l'entreprise, la gestion et la structure de notre entreprise est devenue plus claire qu'avant. Nous avons des normes opérationnelles plus élevées, car nous sommes à présent une entreprise cotée en bourse. En d'autres termes, c'est comme mettre une entreprise dans un vase en verre, tout est ouvert et transparent. Nous avons commencé à donner des actions à nos employés en 2014 et aujourd'hui, ils prennent davantage soin des opérations de l'entreprise. Nous avons reçu 57 propositions cette année lors des réunions, alors que nous n'en avions qu'une sur 10 avant. L'objectif des entreprises d'État cotées en bourse est d'introduire de multiples actionnaires, dont des investisseurs privés, et de réduire la proportion des actions détenues par le gouvernement à un niveau plus modéré. Le gouvernement pense que cela aidera à relancer la productivité et la compétitivité des entreprises publiques. Elles sont habituellement imposantes, mais possèdent plus d'un commerce principal. Tous ces commerces ne sont pas forcément cotés en bourse. Pour résoudre ce problème, le gouvernement central a publié des directives pour classifier les cibles de réforme des entreprises d'État. Les entreprises d'État sont à présent divisées en entités commerciales d'un côté et d'un autre côté en entreprises impliquées dans la sécurité ou dans le contrôle de ressources naturelles. Mais selon les experts, classifier certaines entreprises d'État est un sérieux défi pour les réformes de cette année. Comme le marché s'est développé, les gens se sont de plus en plus sensibilisés sur la signification de la classification des entreprises d'État. Clairement, la réforme est dans la bonne voie, mais les limites de chaque classification ont été établies par les forces du marché. Par exemple, l'industrie de la télécommunication implique la sécurité de l'information, qui devrait être strictement contrôlée par le gouvernement. Mais pour le domaine du service de terminal, cela peut être ouvert pour la compétition du marché. Même si nous divisons les entreprises en 2 catégories, la division détaillée est très compliquée et a besoin de beaucoup plus de considération.
La réforme des entreprises d'État a déjà rapporté de bons résultats pour 2015. Les entreprises d'État de la ville ont généré un total de revenus de 3 000 milliards de yuans, soit une hausse de 7% par rapport à l'an dernier. En plus des réformes de titularité, les entreprises d'État à Shanghai explorent également d'autres chemins pour augmenter leur rentabilité pour l'année à venir. L'entreprise Shanghai Port, par exemple, essaie un nouveau système pour embaucher les directeurs exécutifs et élargira les actions à ses employés cette année. Passons maintenant au Forum économique mondial qui se déroule actuellement dans la ville suisse de Davos, où plus de 2000 dirigeants économiques et politiques du monde entier se sont réunis. Le thème de cette année est consacré à la gouvernance de la nouvelle révolution industrielle. Cette dernière sera-t-elle en mesure de relever les défis majeurs liés à la crise des réfugiés et aux diverses tensions pesant sur l'économie mondiale? Des éléments de réponse dans ce reportage. S'agit-il encore d'une station de ski ou bien d'un centre global d'échange d'idées? Davos entend justement être à la frontière de ces deux mondes, qui, en apparence, n'ont rien en commun. Cette année, les entreprises technologiques et les industriels se sont réunis dans ce cadre particulier. Alors que la croissance mondiale est à la traîne, il apparaît de plus en plus évident que la convergence entre le physique et le digital ouvre la voie à un nouveau potentiel de croissance pour les années à venir. Le thème de cette année s'intéresse justement à la 4e révolution industrielle en marche. Récemment, nous venons de lancer avec General Electric de nouveaux projets industriels dans le cadre d'un consortium combinant l'Internet et de nombreux domaines industriels. Par exemple, dans le domaine de l'efficacité de l'utilisation des actifs, ou bien encore dans le suivi de ces actifs. Grâce à la technologie de General Electric et à la nôtre, nous pouvons, grâce à l'Internet des objets, préserver la qualité de nos différents actifs. Lorsque je ne vais pas à la rencontre des experts du secteur technologique, j'en profite pour faire des gribouillages en imaginant ce que les designers peuvent réaliser. L'art de la technologie se confondant avec la technologie à l'intérieur des arts, un visage cloné, des vêtements collectant de l'énergie, le financement participatif, des infrastructures municipales, tout cela semble a priori un peu tiré par les cheveux. La rencontre avec le robot Hubo ne peut vous laisser indifférent. Ce dernier est désormais capable de vous porter secours plus rapidement et plus sûrement qu'un être humain. Et sans oublier l'informatique en nuage spécialisée pour les hôpitaux qui aideront les médecins à réaliser en quelques instants un diagnostic fiable. Nous aidons les hôpitaux à mettre et établir leur nuage informatique afin de mieux suivre leurs patients. Ils peuvent ainsi mieux utiliser les capteurs pour mesurer leur pression artérielle, leur taux de sucre. Au final, cela permettra à chaque hôpital de constituer leur propre base de données afin de réaliser de meilleurs diagnostics à terme. La convergence des technologies digitales avec les autres industries est au cœur du forum de Davos cette année. Les débats autour de la question sont tellement vifs au point de faire fondre la neige de la très célèbre station de ski suisse. L'année du tourisme entre la Chine et la Corée du Sud a débuté à Beijing mercredi. Lors de la cérémonie d'ouverture, Kim Jong-dok, le ministre sud-coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme, a prononcé un discours visant à forger de meilleures relations bilatérales, à approfondir la confiance mutuelle et à développer les échanges et la coopération créative. La célèbre compagnie de danse nationale de Corée a présenté une danse coréenne traditionnelle. La performance symbolisait les changements des 4 saisons tout en exprimant l'harmonie et la nouvelle vie. Une hausse marquée des échanges de peuple à peuple entre la Chine et la Corée du Sud a été enregistrée ces dernières années et le tourisme croît de manière substantielle. Les dernières statistiques montrent que plus de 5 millions de Chinois et Sud-Coréens se sont rendus dans les deux pays durant le premier semestre 2015, une hausse de 10% en glissement annuel. Les semaines de la mode de Milan, Hong Kong et Berlin à peine terminées, c'est au tour de Paris d'accueillir une semaine riche en défilés. Intéressons-nous à 2 collections de vêtements de mode pour hommes, celle de Raf Simons qui s'est séparée de Dior et celle de Valentino. À l'intérieur d'une salle de sport configurée à la manière d'un labyrinthe, Raf Simons vient tout juste de présenter sa saisissante collection. Les modèles au brushing parfait défilent tour à tour devant le public aligné dans la seule pièce servant de décor principal. En guise de reconnaissance du génie de Simons,
on retrouve dans le public triés sur le volet les très célèbres designers Rick Owens et Umberto Leon. Au son de la dernière composition de David Lynch, les modèles masculins défilent, vêtus de leurs larges pulls d'étudiants en col V et enfouis sur leurs nombreux cols et ourlets. Le public a également pu admirer de somptueux manteaux colorés, plus larges encore que les pulls en col V. Leur volume est si imposant qu'on a l'impression de voir des arbres de Noël défiler. Quant à la collection de Valentino, cette dernière semble avoir été inspirée par la phrase « L'essentiel de l'esprit des hommes vient des nouvelles expériences vécues », associée à la célèbre formule de John Krakauer, complètement livré à la nature sauvage. Jusqu'à la fin du défilé, le public a été tenu en haleine, avec les thèmes de l'aventure et de la découverte originelle de soi, soigneusement exprimés avec des décors tribales et des éléments rappelant le nord-ouest du Pacifique. Les premiers modèles annonçaient directement le ton de la collection, avec de longs et menus vêtements, des vestes noires taillées sur mesure, d'élégants par-dessus portés avec des t-shirts blancs simplistes, serrés entre de fines bretelles en cuir. Ensuite, le public déjà sous le charme a pu admirer les fameux jeans à 5 poches, portés avec des t-shirts avant-gardistes brodés, voire même rappelant le style texan. Mais également d'imposants ponchos aux formes géométriques hypnotiques, inspirés des couvertures Navajo, sont venus égayer le tout. Enfin, les très longs manteaux noirs sont là pour rappeler encore et toujours le très distingué style londonien des rois nacrés. Et c'est la fin de notre journal. Merci pour votre attention et bonne suite de programme sur notre chaîne.